toutes et à tous. Donc, chers collègues, nous commençons aujourd'hui nos travaux sur la commission d'enquête, dans le cadre de la commission d'enquête TikTok, par l'audition de M. Marc Fadoul, chercheur en intelligence artificielle et directeur de IA Forensics, dont vous direz peut-être un petit mot. Vous avez mené des recherches à l'université de Berkeley au sein de Facebook. Vous êtes aussi directeur de Tracking Exposed, une organisation qui étudie l'influence des algorithmes des réseaux sociaux sur nos vies. Vous avez d'abord vous-même créé des algorithmes avant de, on va dire, de mettre vos connaissances au service de ceux qui s'interrogent sur leur impact sur la société, et notamment, ce qui nous intéresse dans le cadre de cette commission, sur les plans politiques et géopolitiques, mais pas seulement. Vous avez travaillé sur plusieurs réseaux sociaux, dont TikTok. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de vous entendre aujourd'hui. Et pour entrer directement dans le vif du sujet, vous pourrez ainsi évoquer les caractéristiques de cet algorithme de TikTok, ainsi que la manière dont éventuellement ce réseau social favorise certains travers sur lesquels nous vous interrogerons. Et vous pourrez également aborder la question de la différenciation des contenus proposés par l'application selon les pays, et notamment se poser la question de la censure. Alors pour la bonne forme, et c'est important, je dois rappeler que cette audition est captée et retransmise en direct sur le site du Sénat. Et avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire d'une quinzaine de minutes, c'est ce qu'on s'était dit. Puis après, le mieux c'est encore qu'on fasse des relances par le biais des questions, à commencer par les questions de monsieur le rapporteur. Je dois procéder aux formalités d'usage puisque nous sommes dans une commission d'enquête. Et donc vous rappelez qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Et je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Et je vous remercie. Vous avez la parole pour votre exposé liminaire. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. C'est bon. Eh bien, bonjour et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je salue déjà, j'aimerais commencer par saluer l'initiative de cette commission qui intervient à point nommé. Souvent, je pense que le débat sur les réseaux sociaux et l'influence qu'ils exercent sur le débat public a tendance à se focaliser sur la modération de contenu. C'est-à-dire quels posts ou quelles vidéos vont être enlevés ou supprimés de la plateforme et quels utilisateurs vont potentiellement être bloqués. Cela est certes important et la modération joue en effet un rôle critique dans l'arbitrage des contenus qui nous parviennent. Mais j'aimerais argumenter que ce rôle est minimal en comparaison de l'influence jouée par les algorithmes de recommandation. La réelle question n'est donc pas de savoir quels posts ou quelles vidéos vont être supprimés, mais de savoir quels posts et vidéos vont être promus à des millions d'utilisateurs. La modération du contenu est donc la partie émergée de l'iceberg, quand la promotion et la démotion algorithmique, qu'on appelle parfois le shadow banning en anglais, ont un impact bien plus important. Les algorithmes sont donc vraiment les gardiens de l'information en ligne. C'est le cas sur Google, lorsque Google trie nos résultats de recherche. C'est aussi le cas lorsque YouTube ou Netflix personnalisent notre page d'accueil. Et c'est aussi le cas lorsque Instagram ou Twitter font la curation de notre fil d'actualité. Et bien sûr, et d'autant plus le cas sur TikTok, qui choisit les vidéos à nous présenter sur le fameux Feed for You, qui est l'interface principale de l'application. Le rôle crucial des algorithmes dans la distribution du contenu n'est donc pas nouvelle, mais elle est particulièrement prééminente sur TikTok. Et l'avènement de cette plateforme a eu le bénéfice de faire prendre conscience à chacun l'importance de l'algorithme. Car sur TikTok, c'est vraiment l'algorithme qui est au sens de l'expérience utilisateur, et je pense qu'on reviendra là-dessus durant les questions. Malheureusement, malgré l'immense influence jouée par ces algorithmes de recommandation, ils restent extrêmement opaques. C'est d'ailleurs là le fondement de la mission de l'association que je dirige, AI Forensics, où nous analysons en fait ces systèmes de recommandation pour s'assurer que les plateformes soient tenues responsables de leurs actions face à leurs utilisateurs et face à la loi. Ces efforts de transparence ne sont pas triviaux à mettre en place, essentiellement parce que les données qui sont nécessaires à l'analyse sont souvent pas disponibles ou en tout cas sont pas facilement. C'est-à-dire qu'on est obligé de mettre en place toutes sortes de techniques souvent adversarielles pour récupérer ces données. La nouvelle législation européenne, le Digital Services Act, donne un sorte d'élan d'espoir à travers certaines de ses provisions qui vont forcer les plateformes à mettre en place des mécanismes de partage de données avec les chercheurs et la société civile.
Cela va permettre de réaliser certains audits en coopération avec les plateformes, enfin coopération forcée par la loi, notamment par l'intermédiaire des Digital Service Coordinators, qui sera sans doute joué, je pense, par l'ARCOM en France, et dont l'un des membres directeurs, Benoît Loutrel, je pense, viendra témoigner jeudi. Nous mettons beaucoup d'espoir dans ces nouvelles procédures, dont les détails restent à déterminer, mais certaines limites de leur cadre se font déjà ressentir. Et elles ne remplaceront sans doute pas, et certainement pas en fait, le besoin d'auditeurs qui connectent la donnée de manière totalement adversarielle et indépendante, sans attendre l'autorisation des plateformes. Cela va rester nécessaire, ne serait-ce que pour des questions d'intégrité des données. En fait, on ne peut pas se baser sur des données qui vont être fournies par les plateformes purement pour analyser ces mêmes plateformes. En effet, il y a de nombreuses critiques et suspicions qui se portent sur TikTok. J'aimerais tout d'abord insister sur le fait que la plupart de ces critiques et suspicions restent valables aussi sur les autres plateformes, c'est-à-dire les Instagram, les Facebook, Twitter et compagnie. On peut noter notamment l'opacité de leurs algorithmes, qui sont opaques dans l'intégralité des cas, leur design addictif, qui est fait entièrement pour maintenir l'utilisateur engagé et le garder le plus longtemps possible sur l'application. Également la collecte intrusive de données personnelles qui est ensuite utilisée à des fins de publicité ciblée. Et enfin les biais envers des contenus polarisants et sensationnalistes qui sont souvent une conséquence qui sont toujours même une conséquence du design algorithmique qui a pour but de maximiser l'engagement. Il n'y a donc pas de différence fondamentale entre TikTok et les autres plateformes de réseaux sociaux. Ni en termes de design technologique ou algorithmique, ni en termes de nature des données collectées. Bien que je soulignerai des différences importantes sur ce point dans les questions, notamment en fait, la fréquence de collection des données qui est plus rapide sur TikTok du fait que les vidéos sont courtes. Du coup, on va avoir beaucoup plus l'application a plus d'opportunités de collecter de la donnée qui va ensuite permettre d'identifier les intérêts niches des utilisateurs. Quant à la stratégie et à la posture de l'entreprise, j'aimerais rappeler que TikTok, comme pour les autres plateformes, reste avant tout une plateforme attirée par le gain financier qui passe en premier. Et je souligne ceci car il est souvent tentant, je pense, de penser qu'il y a de l'intention là où il peut y avoir surtout de la vénalité et parfois de l'incompétence. TikTok, comme toutes les autres plateformes, cherche avant tout à faire de l'argent avant de la politique. Les dérives algorithmiques qu'on a tendance à voir, notamment la proportion disproportionnée de contenus polarisants ou de désinformation, sont avant tout une conséquence du design de l'algorithme cherchant à maximiser l'engagement. En effet, les contenus les plus provocateurs ont tendance à générer plus d'engagement, que ce soit parce qu'ils stimulent l'approbation ou la désapprobation des utilisateurs, qui vont donc avoir tendance à plus commenter, à sauvegarder ou à s'indigner, mais tout cela, pour l'algorithme, ça reste des formes d'engagement qui sont jugées bénéfiques et donc qui ont tendance à mettre en avant ces contenus de manière disproportionnée. TikTok est également une boîte relativement jeune et d'après les rapports que j'en ai de l'intérieur, elle reste débordée par sa propre croissance et ses réticences à investir suffisamment dans la modération et la sécurité de ses utilisateurs. L'équipe de Trust and Safety, donc, ou comme on appelle, c'est-à-dire l'équipe chargée de toutes ces questions, est particulièrement petite. Et en fait, tout ça reste une histoire pour l'entreprise de chercher à garder des marges élevées. Elle agit donc de manière réactive à l'essentiel des problèmes qui lui font face. Les équipes produits ont tendance à vouloir pousser de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles soient proprement testées et que leurs conséquences ne soient évaluées. Et la modération de contenu reste largement insuffisante et quasiment toujours faite sous la contrainte. En effet, la modération, c'est cher et ça cause souvent plus de polémiques et de problèmes pour la plateforme que ça n'apporte de revenus. Et nous notons d'ailleurs que la qualité de la modération est quasiment toujours proportionnelle à la force et à l'influence de la pression régulatrice, d'où son importance. Elle laisse d'ailleurs encore plus à désirer, si elle laisse à désirer aux États-Unis et en Europe, la situation est bien pire en Afrique ou au Moyen-Orient, où les risques de déstabilisation sont pourtant bien plus élevés. Pour TikTok, donc, comme pour les autres plateformes, c'est l'appât du gain qui reste la cause essentielle de ces maux. À comparer à d'autres plateformes, je dirais que TikTok est plutôt un mauvais élève, mais pas fondamentalement différent de ses pairs américains.
Alors après, bien sûr, il y a des critiques spécifiques à TikTok, notamment liées à l'origine chinoise de l'entreprise et les liens que cela suppose nécessairement avec le Parti communiste chinois. Des documents ayant fuité en 2020 montrent qu'à une époque, les modérateurs de la plateforme avaient pour instruction de censurer certains thèmes politiques sensibles pour le Parti communiste chinois, notamment ceux qui faisaient référence aux manifestations de la place Tiananmen. La Chine de Xi Jinping a aussi montré à plusieurs reprises qu'elle contrôlait l'écosystème technologique avec une main de fer. On se souvient notamment de la disparition durant plusieurs mois du fondateur d'Alibaba, Jack Ma, qui sortait un peu trop des rangs sur certaines de ses positions. Bien sûr donc, le fait que l'entreprise soit chinoise et qu'elle doive de ce fait répondre aux exigences et aux demandes d'un gouvernement autoritaire constitue une distinction importante. Mais la dépendance stratégique et technologique de TikTok, que l'on a vis-à-vis de TikTok, est similaire à celle que nous entretenons avec les plateformes américaines. C'est pourquoi je recommande que les exigences de transparence et les réponses en termes de régulation soient faites de manière globale pour toutes les entreprises de l'industrie, plutôt que de viser TikTok comme un ennemi à part. Nous pouvons souligner l'exemple de Twitter, qui est une plateforme qui, depuis son rachat par Elon Musk, montre plus de signes de manipulation algorithmique intentionnelle et de risques d'influence et d'ingérence politique que TikTok. Je félicite donc cette commission de prendre au sérieux la question de TikTok ainsi que celle de notre dépendance technologique. Nous devons défendre notre souveraineté digitale de manière systématique en continuant à s'appuyer sur les institutions européennes où la régulation des technologies a été un réel succès ces dernières années et où l'Union européenne a été en mesure d'imposer ses standards à l'échelle et dans l'industrie à l'échelle mondiale. Merci. Et voilà, je vais laisser la place aux questions. J'ai reçu un questionnaire très ambitieux, donc je vais essayer de garder mes réponses courtes au début, et puis on pourra élaborer sur les points qui vous intéressent le plus. Merci beaucoup pour votre concision et pour l'intérêt de vos propos. Monsieur le rapporteur va ouvrir le feu. Des questions. Merci beaucoup. Moi aussi, j'insiste sur la concision qui vous avait été demandée, sur laquelle vous avez particulièrement été attentif. Pour ma part, j'ai beaucoup de questions, on en a discuté avec les administrateurs, mais je ne vais pas évidemment en poser beaucoup parce que je n'en poserai d'autres que s'il y a un manque de questions parmi mes collègues, parce que ça m'étonnerait. Je voudrais juste en poser deux ou trois. La première, vous venez de dire que le DSA était une avancée importante, et je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, et notamment la mise en place des DS Coordinators. Mais vous avez en même temps fait remarquer que c'était un pas, mais qu'il faudrait sans doute aller plus loin. Alors la première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous pourriez nous dire quelles recommandations vous feriez pour qu'est-ce qui manque, je dirais, dans le DSA par rapport au problème qui nous est posé, pas évidemment par rapport à tous les problèmes, mais par rapport au problème des plateformes et notamment de TikTok. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il faudrait ajouter au DSA pour qu'il soit complet? La deuxième question que je voulais vous poser, c'est que lorsque le président de ByteDance Singapour s'est présenté devant les commissaires européens, les 4 commissaires européens, excusez du peu, ils ont fait un certain nombre de remarques assez importantes, assez cuisantes, je dirais, sur les manques aujourd'hui de la modération, de l'opacité des algorithmes, etc. Est-ce que vous connaissez la réponse du président de TikTok, qui évidemment, comme d'habitude, s'est engagé, mais est-ce qu'il a donné des délais? Est-ce qu'il vous semble qu'il y a une date limite à demander pour qu'il remplisse intégralement l'implémentation qui lui a été demandée par les commissaires européens? La troisième question, c'est que vous nous avez parlé des algorithmes. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot des contenus amplifiés ou cachés par des opérations humaines, c'est-à-dire non dirigées par des algorithmes, en gros les pousseurs, si je peux dire, comment ça fonctionne et quelle est leur part par rapport aux algorithmes dans la promotion de contenu, dans la censure de contenu? Et enfin, une question qui n'est pas directement liée à
TikTok, mais qui m'est cher parce que on en a parlé notamment lors de la réunion, lors de la loi Cazeneuve, lors de la loi Cédric O sur le séparatisme et dans la commission de la culture et communication. Mon sentiment, et le Sénat a voté un amendement que j'avais présenté en ce sens, il n'a pas été voté à l'Assemblée, il n'a pas été présenté à l'Assemblée et il a été voté contre l'avis du gouvernement. Mais cet amendement partait de l'idée qu'à partir du moment où un hébergeur, parce que c'est le débat sur hébergeur et éditeur, qu'à partir du moment où un hébergeur, et c'est comme ça que se présentent les GAFAM, met en place le contenu à partir d'algorithmes, fait une curation, comme vous disiez, à partir d'algorithmes. Évidemment, il imprime une ligne éditoriale à sa plateforme, et par conséquent, à partir de ce moment-là, il ne me paraît plus légitime de le considérer comme simplement un diffuseur, mais comme un éditeur, donc avec beaucoup plus de responsabilité sur ses programmes. Et là, je pense aux problèmes juridiques qui peuvent se poser en cas de dérapage. Je voulais connaître votre sentiment sur ce sujet. Très bien. Alors, pour commencer, donc, vous avez évoqué le DSA et donc en particulier, vous me demandez quels peuvent être certains des points qui restent à clarifier pour pouvoir avoir peut-être une transparence plus totale. Le DSA fait beaucoup de références et met beaucoup de contraintes sur la modération de contenu, peut-être aussi ce dont je faisais référence dans l'introduction, un petit peu moins sur les recommandations algorithmiques, si ce n'est dans un de ces articles où il est question de risques systémiques pour la société. Et la plateforme doit faire une évaluation de ces risques systémiques dont l'algorithme de recommandation auquel l'algorithme de recommandation peut contribuer. Il y a ensuite tous ces articles qui disent que les plateformes vont devoir mettre en place des API, c'est-à-dire des interfaces de données, pour pouvoir donner accès aux chercheurs à certaines données. Mais il n'est pas encore clair quelles vont être précisément les données qui vont être mises à disposition à travers ces interfaces. Il y a en ce moment, au niveau de la Commission européenne, la discussion de ce qui s'appelle les Delegated Acts, qui vont justement essayer de préciser quelle va être l'implémentation, à quoi va ressembler l'implémentation de ces articles. Et il y a également un groupe qui s'appelle le Code of Practice on Disinformation, auquel les plateformes ont été invitées. Les plateformes ont été invitées de rejoindre ce groupe de manière volontaire et en fait le but étant d'étayer un certain nombre de règles qui, si elles sont respectées, donneront une indication positive sur le fait que ça conviendrait aussi pour respecter le Digital Services Act. Mais tout cela reste, honnêtement, les détails concrets restent tout à fait à définir. Et ce pourquoi nous battons aussi au sein de notre association, c'est justement de mettre en place des critères précis sur ce qu'on appelle le reach, c'est-à-dire la quantité d'utilisateurs et dans une certaine mesure la démographie qui peut être touchée par un certain contenu. C'est-à-dire que pour bien faire, il faudrait qu'il y ait des accès spécialisés. Si on voit qu'il y a un contenu qui pose particulièrement problème, parce que c'est parce qu'il contient de la désinformation ou parce qu'il s'agit d'une ingérence politique étrangère, qu'on puisse savoir directement à combien de personnes cette vidéo a été montrée et même quelles peuvent être certains des démographies des gens qui ont été touchés. Tout cela n'est pas spécifié par la loi et peut-être que ça viendra en conséquence, mais ça reste aujourd'hui, ça fait partie des efforts de lobbying de la société civile et qu'évidemment les plateformes essayent de se défendre. Je ne suis pas particulièrement familier avec l'exemple que vous avez cité entre l'interaction entre le CEO et la Commission européenne, donc je vais peut-être sauter cette question. Mais vous m'avez ensuite posé une question sur l'échelle, on va dire, du contenu qui va être poussé manuellement sur la plateforme. Il y a eu une autre fuite récente sur TikTok qui était particulièrement intéressante puisque c'est un phénomène dont on sait qu'il se produit, mais on ne sait pas nécessairement son échelle et quel type de contenu va être touché.
Et il y a eu en fait une fuite d'un document qui parlait de heating, c'est le terme qui est employé par la plateforme, pour parler de contenu qui va être artificiellement amplifié par la plateforme pour notamment influencer la culture de ce qui se passe sur l'algorithme. Donc par exemple, s'il y a des tendances qui vont être jugées bénéfiques par la plateforme parce que ça correspond à l'image qu'ils ont envie de projeter. Alors on n'a pas aujourd'hui de preuve que ça contient aussi du contenu politique, mais la fonctionnalité existe et l'estimation était de 1 à 2% d'après le document qui a été posté en interne, 1 à 2% des vues, donc c'est quand même assez considérable, qui seraient faites sur des vidéos qui ont été manuellement amplifiées. L'autre aspect qui était inquiétant dans ces révélations, c'était que de nombreux employés en interne avaient la possibilité d'agir sur ce levier, ce qui peut donc aussi présupposer que ces employés peuvent être eux-mêmes influencés de l'extérieur, et donc ça peut être aussi un levier potentiel d'influence par des acteurs extérieurs. Au niveau de la censure, c'est aussi quelque chose qui est difficile à évaluer de l'extérieur. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la modération de contenu, dont je disais, était certes importante à l'origine, mais une des choses sur lesquelles elle influe, c'est que le contenu qui est modéré par la plateforme va ensuite être utilisé pour entraîner l'algorithme de recommandation lui-même. C'est-à-dire que les contenus similaires à ceux qui ont été supprimés ou modérés vont avoir tendance à moins ressortir. Et donc ça, c'est aussi un autre aspect important, on va dire, de second ordre, où une certaine censure ou shadow banning, donc d'émotion algorithmique, peut se produire. C'est-à-dire que si on a un contenu qui est trop similaire à d'autres contenus qui ont été censurés, alors on peut avoir tendance à moins sortir dans les recommandations algorithmiques tout ce qui est de le contenu que la plateforme va appeler la gray zone, c'est-à-dire les contenus qui ne sont pas illégaux, mais qui s'en ressemblent. Et notamment les communautés LGBT, par exemple, ont souvent pointé du doigt qu'ils avaient l'impression que leur contenu était moins recommandé par la plateforme, sans doute parce qu'il y a des mots qui sont plus similaires à du contenu sexuel qui va lui être retiré. Et donc du coup, on peut avoir par similarité, on peut aussi avoir de la censure qui se produit. Enfin, la dernière question était au sujet du rôle éditorial qu'ont les plateformes sur la circulation de l'information. Je suis absolument d'accord avec cette vision. J'ai tendance à dire qu'un algorithme comme celui de YouTube a plus de pouvoir éditorial sur la circulation de l'information que celui que sans doute comment on appelle ça, les bureaux d'édition des grands journaux américains ou français. Cela est d'autant plus vrai que sur les questions politiques, notamment, les plateformes mettent de plus en plus, ont tendance à avoir, en réaction aux critiques qui ont été faites sur le fait qu'ils promeuvent beaucoup d'informations de faible qualité, ont tendance à amplifier ce qu'ils appellent les sources d'autorité, c'est-à-dire des journaux ou des médias qui sont reconnus comme étant crédibles. Et le choix même de ces médias constitue une ligne éditoriale, évidemment, et même le choix des thèmes qui vont recevoir ce traitement d'informations présélectionnées ou préfiltrées constitue une édition. Évidemment, les conséquences juridiques de cette distinction sont énormes aux États-Unis avec ce qu'on appelle la CDA 230, qui est le texte fondateur qui protège les plateformes de leur responsabilité sur le contenu qui est posté par les utilisateurs sur leur plateforme. Et cette distinction est évidemment aussi importante aux États-Unis. Un dernier point que j'aimerais préciser sur le sujet, on a fait, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, une étude comparative entre TikTok et YouTube durant les élections présidentielles. Il y avait là deux stratégies assez différentes entre TikTok et YouTube, où YouTube avait tendance à promouvoir beaucoup justement d'informations d'autorité, c'est-à-dire de médias comme France 24 ou des chaînes d'informations crédibles, alors que sur TikTok, c'était beaucoup plus du contenu provenant d'utilisateurs qui avaient tendance à circuler. Donc on avait moins cette politique mise en place pour TikTok. Est-ce qu'on tourne ? D'accord.
D'accord. Alors je vais me permettre de vous demander une ou deux précisions, Ouais. et puis on va tourner comme ça chacun pour ceux qui veulent poser des questions, pour aller un peu plus profondément sur ce que vous avez déjà mis sur la table. Vous avez évoqué la question des applications avec des algorithmes de manière générale, en précisant même qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi intrusifs que celui qui nous occupe. Est-ce que vous pourriez, en un ou deux mots, nous dire, j'ai pu vous lire par ailleurs, vous exprimez parfois le fait qu'il y a effectivement des reproches qui sont communs, mais il y a aussi des reproches spécifiques sur TikTok. Ça, c'est la première question, si tant est qu'il y en ait, que vous puissiez les caractériser. La deuxième question, on est passé... on a évoqué la question de l'addiction à l'algorithme. Vous avez parlé de la rapidité avec laquelle l'algorithme je ne vais pas dire se forger, mais arrive à vous caractériser. Vous avez évoqué, je crois, dans différents entretiens, en gros, c'est l'affaire d'une heure, parce que toutes les 5 secondes, on a une interaction. Qu'est-ce qui fait que cet algorithme est plus puissant et mieux formaté? Et pourquoi les autres n'ont pas eu l'idée avant? Parce que ça paraît simple de se dire on fait le plus d'interactions possible pour recueillir le plus de données possible. Donc, là aussi, c'est une façon de de particulariser TikTok. Pourquoi l'algorithme est plus efficace? Et est-ce que vous pourriez nous préciser un peu cette idée de cyberbalkanisation de l'Internet? Vous avez évoqué vous-même le fait de dire, si on a une fausse information ou quelque chose qui peut influencer d'une manière contraire au droit à un moment électoral précis, ce qui est important, c'est de savoir qui ça a touché. Mais comment est-ce qu'on fait ça et est-ce que ça fonctionne aujourd'hui déjà? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce qu'au contraire c'est totalement installé? Est-ce qu'il y a déjà un splinternet réel et existant? Alors, en effet, donc je vais commencer sur cette question de qu'est-ce qui est spécifique à TikTok, et vous avez donné, je pense, l'élément de réponse le plus important dans la question, qui est en effet le fait que l'algorithme de TikTok va... Alors, on va commencer en fait d'abord par le design de l'expérience utilisateur, qui est entièrement centré sur l'algorithme de recommandation, et on va dire avec une vidéo à la fois. Et ça, c'est assez, ça vient dans la continuité d'une tendance qui existe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs années, mais où en fait, si on pense au premier fil Facebook, par exemple, qui était en fait le premier endroit où on a vraiment un fil de recommandation algorithmique qui va définir ce qui est consommé par l'utilisateur à une grande échelle, on avait typiquement sur un écran d'ordinateur 5 ou 6 posts visibles à n'importe quel moment. Ce qui donnait tout de même une certaine liberté de choix pour l'utilisateur de savoir où est-ce qu'il allait concentrer son attention. Le passage sur mobile a déjà eu tendance aussi à réduire cette quantité d'informations présentes à un instant T sur l'écran d'un utilisateur. On voit que sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube, partout on a une tendance à augmenter la taille des posts pour en avoir de moins en moins, et donc un algorithme quelque part de plus en plus paternaliste qui va décider pour l'utilisateur ce qu'on va regarder. Et TikTok, c'est entre guillemets la forme la plus extrême de cette tendance où on a une vidéo à la fois. Et ça a deux conséquences. Déjà, ça a la conséquence de diminuer la charge cognitive pour l'utilisateur. C'est-à-dire que d'un coup, on n'a même plus besoin de se demander qu'est-ce qu'on va regarder. On a juste à swiper un peu on a aussi sans doute une inspiration de Tinder, quoi, où c'est vraiment j'aime pas, mais je réfléchis pas trop. Et ça va très vite. Et l'autre conséquence que ça a, c'est que ça va permettre à l'algorithme d'avoir une quantité de données d'entraînement qui est bien supérieure à celle des autres plateformes et d'une qualité aussi bien supérieure, parce que pour chacune de ces vidéos qui vont être évaluées par l'utilisateur, c'est-à-dire toutes les 5 ou 10 secondes en la regardant en entier ou en passant à la suivante, on va avoir un point de données d'entraînement pour savoir si la vidéo en question correspond à son intérêt ou pas. Et donc là où en 1 heure de visionnage de YouTube, on va regarder peut-être une dizaine de vidéos et donc fournir une dizaine de points d'entraînement à la plateforme, sur TikTok, en 1 heure, on va donner plusieurs centaines, voire 1 millier de points de données d'entraînement qui vont ensuite pouvoir permettre de déterminer les intérêts niches de l'utilisateur. Un exemple qui m'amuse et que j'aime bien donner, c'est que moi, après avoir téléchargé TikTok pour la première fois, bien sûr à des fins professionnelles,
l'algorithme a détecté mon intérêt pour l'algorithme de recommandation en à peu près une demi-heure. Et ça a dû commencer par une vidéo où un créateur de contenu parle que son contenu a été moins recommandé. Alors du coup, je m'intéresse à la question, peut-être je clique sur les commentaires. Il y en a une deuxième sur le sujet, également je regarde les commentaires. Et tout de suite, il est très facile pour l'algorithme de déterminer quel était le point commun entre ces deux vidéos, le hashtag shadow banning ou quelque chose en relation avec l'algorithme. Et d'un coup, j'ai un intérêt extrêmement niche qui va être détecté. Si on passe ça à l'échelle sur plusieurs heures de recommandations et sur plusieurs sujets, l'algorithme est vraiment capable de créer un profil d'intérêt et presque un profil psychologique de l'utilisateur extrêmement fin et précis. Donc voilà, donc je pense que parmi les grosses différences, on a bien sûr la prééminence de l'algorithme dans l'expérience utilisateur, la quantité de données qui est fournie à la plateforme, et parfois, qu'est-ce qu'il y a comme autre différence? On a aussi le modèle de viralité qui va être ici beaucoup moins porté sur le réseau d'amis. Donc c'est-à-dire que sur Instagram et sur Facebook, on reste quand même sur du contenu qui vient essentiellement de ses amis, ou en tout cas de profils qui ont été suivis intentionnellement par l'utilisateur. Donc on a une plus grande intentionnalité sur le régime informationnel qui est consommé. Alors que sur TikTok, on va essentiellement voir du contenu de créateurs de contenu qu'on ne connaît pas et qui vont juste être suggérés par rapport à l'interaction qu'on a eue avec la plateforme. Un autre élément important, je dirais que c'est la composante musicale. C'est-à-dire qu'à la base, TikTok, c'était une plateforme qui était une plateforme de lip-syncing, c'est-à-dire de karaoké, quoi, et de danse. Beaucoup de vidéos ont une chanson derrière qui joue un rôle important aussi dans la viralité, et notamment parce que les utilisateurs on attache beaucoup d'émotions à la musique et de souvenirs, et donc du coup ça a tendance aussi à participer aux dynamiques de viralité et à la création de mimes, comme on dit sur Internet. C'était à peu près... Vous reviendrez sur la cyberbalkanisation à l'occasion, si vous avez un... D'accord, ok, on peut voir si on rebondit sur ce thème. Ok, très bien. Alors moi, j'ai pas d'algorithme, donc de manière aléatoire, le ou la première qui se signale, Madame la Présidente, oui. Alors, j'avais Madame Billon. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Peut-être juste pour démarrer les questions hors rapporteur, vous remercier pour déjà les explications que vous nous avez données. On sait que TikTok est utilisé pour souvent aller utiliser comme intermédiaire finalement pour rebasculer vers d'autres sites, d'autres applications. Est-ce qu'on connaît l'ampleur de ce phénomène et les proportions finalement de ce phénomène? J'avais une deuxième question sur... il est question d'algorithmes et il est aussi question d'algorithmes différents en fonction des pays dans lesquels l'application TikTok est utilisée. Pouvez-vous nous dire en quoi ces algorithmes sont différents et quels objectifs ils ont, puisque s'ils sont différents, c'est qu'ils poursuivent des objectifs différents. En début d'année, j'avais vu qu'il y avait un article qui disait que TikTok allait autoriser des contenus pour adultes, et donc ça fait forcément écho à Madame la co-rapporteure. Nous avons fait un travail au Sénat sur l'industrie de la pornographie, donc ça fait forcément écho à ce travail que nous avons mené. Et si TikTok s'intéresse à ces contenus, c'est forcément parce qu'il y a énormément de clics à gagner et d'argent à gagner encore, puisque vous l'avez dit dans vos propos liminaires, TikTok est là aussi pour faire de l'argent. Donc il est question d'encadrer l'accès à ces vidéos. Pour l'instant, évidemment, l'accès n'est pas rendu impossible, puisque nulle part ces vidéos sont interdites. Il suffit de se renseigner, de dire j'ai 13 ans, j'ai 18 ans pour pouvoir accéder à ce type d'images. Donc pensez-vous que ces tentatives de contrôle de l'âge soient finalement vouées au succès, ou à quelle échelle doit-on travailler pour réussir à contrôler ces vidéos, puisque cette industrie de la pornographie notamment est forcément une industrie organisée à l'échelle internationale. Je vous remercie. Merci.
Je vais commencer sur votre première question qui est extrêmement pertinente, où vous soulignez le fait que souvent la radicalisation peut se passer sur d'autres plateformes. En effet, on entend souvent parler de ces fameuses filtres bulles cognitives ou filter bubble, et parfois il y a un réel débat sur leur importance sur Internet. Je pense que la littérature en fait, académique sur le sujet est assez nuancée, parce que en fait, dans une certaine mesure, l'environnement informationnel sur les réseaux sociaux est plus varié que pour des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et qui peuvent peut-être se concentrer sur une seule source d'information ou un seul média qui, lui, n'est pas forcément pluraliste. Ces études ont été conduites essentiellement aux États-Unis, mais où il y a notamment des chaînes de télévision qui vont être très orientées, et les gens peuvent avoir tendance à fréquenter des cercles d'opinion relativement homogènes. Donc, il n'est pas, pour moi, qualifié que les gens sont plus isolés sur leur perspective d'information sur Internet que dans la vie réelle. Cependant, les réseaux sociaux ont une capacité pour identifier des utilisateurs vulnérables sur des intérêts niches particuliers qui n'existent pas dans le monde hors ligne. Et l'algorithme, cette tendance de radicalisation de l'algorithme, d'enfermement dans une certaine bulle, se concentre vraiment à la marge de la population sur certains utilisateurs qui vont être plus vulnérables. Et souvent, cette radicalisation, surtout sur TikTok, se passe en privé. C'est-à-dire que l'utilisateur va être attiré dans la communauté à travers l'algorithme de recommandation, mais ensuite, ce n'est pas l'algorithme qui va maintenir l'utilisateur dans cette bulle. L'utilisateur, quelque part, va être sorti en message direct et ensuite envoyé vers des groupes Telegram ou vers des groupes de messagerie directe, où ensuite, là, il va vraiment y avoir du renforcement d'opinion et une communauté qui va amplifier ces narratives. Donc c'est pour ça d'ailleurs que l'éducation aux médias, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'essentiel pour s'attaquer aux problèmes à l'échelle nationale. Et il y a d'ailleurs des très bonnes associations qui font ça en France. Au niveau, ensuite, la deuxième question étant la cyber-balkanisation, un peu qui revenait à la question de Monsieur le Président. En effet, donc, l'algorithme est extrêmement sensible à la géolocalisation de l'utilisateur à deux niveaux, c'est-à-dire qu'il y a la géolocalisation vraiment GPS qui va regarder sortir du contenu très local, notamment en fonction de l'État où on est aux États-Unis, on ne va pas avoir le même contenu, ou de la région en France. Mais il y a aussi une question de nationalité qui intervient, et c'est d'ailleurs une question qui est très difficile à définir parce que la nationalité sur Internet évidemment ne fait pas directement de sens. Dans le cas là où il y a eu en fait une raison particulièrement saillante de s'intéresser au problème, ça a été évidemment le conflit entre la guerre en Ukraine, où nous avons étudié le contenu qui était promu aux utilisateurs russes et ukrainiens durant le conflit. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en fait TikTok avait banni le contenu international pour tous ses utilisateurs russes. Et ça a été fait en réaction à une loi russe, de la fake news law russe, qui interdisait en fait l'utilisation du mot guerre, notamment pour qualifier la guerre. Et donc, il était en fait devenu quelque chose de tellement large qu'il était impossible pour TikTok de modérer ses contenus individuellement. Donc, ils ont été pour une méthode vraiment assez grossière, où ils ont dit on va interdire tout le contenu international, puisque l'essentiel des critiques viennent de l'extérieur, et il y a plus d'autocensure venant de la Russie. Sauf qu'ils ont fait ça de manière complètement opaque, sans même prévenir qu'ils allaient mettre en place cette politique. Ils l'ont fait qu'après la révélation dans le rapport. Mais on voit ici que, en effet, l'algorithme peut être complètement, a ses spécificités nationales. On peut aussi remarquer que, ça c'est presque un détail technique, mais c'était pas que l'adresse IP qui était utilisée pour identifier la provenance d'un utilisateur, c'était aussi où est-ce que l'utilisateur avait créé son compte la première fois. Donc on voit que cette notion d'identité digitale n'est pas évidente à traduire, et qu'en fait c'est les plateformes elles-mêmes qui choisissent la définition qui leur convient. Donc il y aurait peut-être un intérêt à le définir de manière dans la loi.
Et bien sûr aussi, il y a des règles, les règles de modération, de manière générale, vont être adaptées en fonction des pays. C'est-à-dire qu'il y a certains pays où il y a, en Thaïlande par exemple, le crime de lèse-majesté existe toujours, et du coup les plateformes adaptent leur modération pour censurer les contenus qui vont critiquer la royauté. Donc, on a vu, notamment durant ce conflit, la guerre en Ukraine, une cyberbalkanisation qui était à une échelle assez inédite en termes où on avait vraiment du contenu qui était complètement différent entre ce qui était promu en Russie et dans le reste du monde. Et je pense que c'est une tendance qu'on va sans doute continuer à voir, puisque il y a de plus en plus de pays essayent de réguler ces plateformes et ils ont tous leur approche différente et donc du coup on a en effet une fragmentation de ce qui est disponible. Il y avait une dernière question je pense sur le soft porn. Je vais l'aborder très rapidement. Je pense il faut se rappeler que TikTok a été, je pense, une plateforme dont l'avènement et la réussite s'est aussi fondé beaucoup sur le fait que c'était une plateforme de soft porn qui ne le disait pas, c'est-à-dire qui mettait en avant des personnes souvent très jeunes, d'ailleurs, ce qui posait des problèmes, parce que ce n'était pas que des utilisateurs très jeunes, souvent légèrement vêtus, souvent particulièrement attractifs sur les standards de beauté conventionnels, et d'ailleurs, c'était même, si on regardait les documents que j'ai cités un peu plus tôt, où on disait que certains contenus politiques étaient censurés par les modérateurs, ce même contenu, ce même document, donnait pour instruction au modérateur d'amplifier les gens qui étaient particulièrement beaux et d'enlever les gens qui n'étaient pas forcément, tout à fait, qui n'étaient pas, ne correspondaient pas aux standards de beauté et même de richesse. C'est-à-dire qu'il était aussi recommandé de ne pas mettre en avant des utilisateurs qui n'avaient pas l'air aisés. Je dois quand même préciser que depuis TikTok a dit que ces règles n'étaient plus en œuvre, mais le document date de 2019. Je voudrais juste compléter la question, si vous le permettez, par rapport, vous avez parlé de géolocalisation tout à l'heure, et j'avais cru voir une information comme quoi, à partir du moment où on avait l'application Waze, justement, on était d'autant plus géolocalisé avec les plateformes. Est-ce que vous confirmez cette information ? Je n'ai pas la référence précise auquel vous parlez, mais l'essentiel de ces services, dont un service comme Waze, qui va être un service de transport, a accès au GPS. Et souvent, on demande à l'utilisateur de choisir si on veut donner cet accès au GPS pendant l'utilisation de l'application ou tout le temps. Et si vous mettez tout le temps, du coup, vous donnez accès tout le temps. Je vous ai vu, Madame Boulay-Espéronnier. J'avais Monsieur Dossu et après Madame Boulay-Espéronnier. Oui, merci. Je voulais vous interroger justement sur la façon dont vous avez suivi le conflit, donc à partir de l'invasion russe, le TikTok russe, comment ça a été changé. Les équipes de TikTok en Russie sont basées en Russie, ou est-ce qu'il y a une coopération, et le changement dont vous avez parlé, est-ce qu'il est fait en coopération avec le Parti communiste chinois? Est-ce que c'est des coopérations entre pays d'abord et ensuite les équipes appliquent les consignes? De la même façon, vous avez dit que certaines équipes pouvaient pousser un certain nombre de tendances. Est-ce que ça c'est géolocalisé et c'est fonction aussi peut-être de consignes liées à des ordres qui viennent directement de Chine? Et puis j'avais une deuxième question un peu différente. Est-ce que le législateur peut légiférer de façon robuste sur les algorithmes? C'est-à-dire qu'on a vu que après les premiers scandales Facebook, on a la RGPD qui a essayé de réguler un peu les données. Là, il y a le DSA un peu sur les contenus. Là, on voit bien que la problématique des algorithmes nécessite peut-être que le législateur se penche un peu plus. Est-ce qu'on est toujours soumis à la course derrière certaines dérives, ou est-ce qu'on a peut-être une façon à trouver d'encadrer tout ça de façon robuste et qui prendrait en compte certaines dérives à venir? J'ai vu que vous appeliez à construire des algorithmes au service du bien commun plutôt qu'au service des intérêts de la plateforme. Est-ce que vous pouvez un peu développer sur ce type de vision, on va dire, politique des algorithmes qui serait moins tributaire, on va dire, des intérêts économiques des plateformes? Merci. Alors tout d'abord, cette question de l'influence directe des politiques sur les décisions de modération.
Dans le cas de la Russie, la décision de modérer le contenu international en Russie a été une conséquence de la loi russe, ce qu'on peut appeler une influence politique directe. Est-ce qu'il y a après des tractations dans des bureaux à porte close avec des influences de politiciens? C'est quelque chose dont je n'ai pas connaissance. Je pense, bon, ça c'est un avis personnel, qu'aujourd'hui TikTok est vraiment, il y a quand même beaucoup de regards portés sur eux et ils sont encore en phase de croissance, ils ont vraiment beaucoup à perdre s'il y avait une interférence qualifiée du Parti communiste chinois sur les décisions de modération. Nous on a essayé de regarder si notamment sur certaines histoires comme il y avait l'affaire Peng Shuai, donc qui était la joueuse de tennis qui avait été violée par un membre du Parti communiste, si ces affaires allaient être étouffées sur TikTok. On a vu qu'ils n'ont pas été... Il y a eu pas beaucoup d'engagement sur TikTok, mais il y avait quand même quelques vidéos présentes. Il y avait rien de clair qui disait qu'il y avait vraiment une censure directe de la part de la plateforme. Cela dit, je pense que là où le problème pourrait vraiment se poser, on peut imaginer le cas de l'hypothèse d'une invasion de Taïwan par la Chine. Est-ce qu'on pourrait considérer que l'information promue par le sujet, par TikTok, au travers du monde est impartiale ? Je ne pense pas, et j'aurais des inquiétudes sur le sujet. Donc je pense que ça dépendrait peut-être de l'ampleur du sujet et des risques et des intérêts qui seraient joués. Donc voilà, c'est des choses qui sont très dures enfin, on ne peut pas voir de l'extérieur, mais je pense que le risque existe, qui est de l'influence directe. Ensuite, au niveau de comment légiférer de manière robuste, beaucoup de la législation aujourd'hui se porte sur la transparence, puisque c'est en fait une manière juste de se rendre compte que l'algorithme est relativement responsable. Et comme je mentionnais dans le DSA, on demande aux plateformes d'évaluer leurs risques systémiques sur la société, notamment en termes d'addiction et de promotion de contenus polarisants. Ça n'est pas une solution robuste pour promouvoir de meilleures alternatives. Vous faisiez référence en effet à une idée qui m'est chère personnellement, qui est celle de la souveraineté algorithmique. Et j'aimerais, dans l'idéal, on pourrait imaginer un futur où ces plateformes ont une obligation d'interopérabilité sur leur algorithme, ce qui permettrait donc à l'utilisateur, en fait à des parties tiers, de fournir des systèmes de recommandation qui fonctionneraient sur la plateforme, voire qui permettraient aux plateformes de marcher, d'être interopérables entre elles. Et du coup, l'utilisateur pourrait choisir un algorithme qui lui convient. Et au lieu d'avoir un algorithme qui cherche uniquement à le maintenir sur la plateforme, puisque ça c'est quelque chose dont on ne peut rien faire, quelle que soit la plateforme qu'on va utiliser, on va avoir un algorithme qui va être là pour nous maintenir et nous garder engagés, ce qui n'est pas forcément dans notre intérêt. On pourrait avoir des algorithmes qui deviennent bien plus à notre service et potentiellement nous apporter de l'information intéressante sur certains sujets qu'on choisit et avec une fréquence qu'on choisit. Merci, Monsieur le Président. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les conditions d'utilisation assignées pour s'inscrire? Et est-ce qu'elles sont aussi peu lisibles, aussi compliquées, aussi peu accessibles que pour les autres réseaux? Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur la manière dont sont collectées les données? Je vous remercie. Alors, les conditions générales d'utilisation, pour être complètement honnête, comme sans doute l'essentiel des utilisateurs, je ne les ai jamais lus en entier. J'en connais quelques extraits, notamment le fait que personne ne les lit. C'est bien en effet le problème. Et d'ailleurs, ça fait partie, je pense, de certaines des... je ne dois pas dire de bêtises. Je me demande si dans le DSA, il n'y a pas de nouvelles obligations pour les rendre plus lisibles, justement. L'une des conditions qui est souvent nommée et problématique sur TikTok, c'est que l'utilisateur doit avoir au moins 13 ans, ce qui n'est très souvent pas le cas, puisqu'en fait, il n'y a aucun moyen de vérification. Alors parfois, je crois qu'il y a la suggestion là d'utiliser maintenant une reconnaissance faciale pour détecter si l'utilisateur a 13 ans ou moins, ce qui me paraît une encore plus mauvaise idée.
Au niveau de la collecte de données de manière générale, évidemment, quand on accepte les termes d'utilisation, on accepte qu'il y ait toutes sortes de données comportementales qui puissent être collectées à notre sujet, notamment les données qui vont décrire et représenter l'interaction qu'on a avec le contenu. Donc, c'est-à-dire, en fait, on autorise la plateforme à développer un profil psychologique et d'intérêt à notre sujet qui est ensuite réutilisé, et on autorise à ce que la plateforme utilise ceci à des fins commerciales pour faire du targeting publicitaire, ce qui est quand même l'essentiel du business model de la plateforme. Voilà, après, la collection de données sur TikTok, comme je disais, n'est pas fondamentalement différente que sur les autres plateformes, mais c'est essentiellement ça qui se passe. Puisque j'en suis au business model, je me permets peut-être de faire un petit point, parce qu'il y avait la question, et je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à ce sujet-là, c'est que TikTok est la plateforme pour laquelle les dons directs aux créateurs de contenu sont les plus importants, et de loin. Je crois que TikTok dégage plus de revenus, c'est je crois 1,5 milliard en 2022, sur ces dons directs que toutes les autres plateformes réunies. Et ça, c'est important parce que c'est un modèle de revenus pour les créateurs de contenu, sur lesquels ils prennent d'ailleurs une part qui est inconnue, mais qui est sans doute de l'ordre de 50%, donc quelque chose de vraiment assez massif. Et c'est comme ça aussi que TikTok essaye d'attirer ces créateurs de contenu sur la plateforme, parce qu'il faut bien voir qu'il y a vraiment une concurrence aujourd'hui entre les différentes plateformes pour essayer d'attirer les créateurs de contenu vers les plateformes. Et aujourd'hui, les gains essentiels des influenceurs ne sont pas sur les revenus publicitaires, mais plus sur le sponsoring, ou bien les dons d'utilisateurs, ou bien le sponsoring officiel, où là on va avoir des marques qui vont payer un influenceur de manière officielle pour lui dire faire la promotion d'un produit, ou, ce qui est beaucoup plus inquiétant, du sponsoring non officiel, et ça c'est extrêmement difficile à contrôler, et ça constitue, en mon sens, le risque d'ingérence politique le plus fort aujourd'hui sur la plateforme. C'est-à-dire que moi, si je devais, je ne sais pas si je devrais dire ça au micro, mais si je devais faire une campagne d'influence politique aujourd'hui, la manière la plus efficace, c'est sans doute d'aller payer des influenceurs sans passer par la plateforme, et de leur dire de faire la promotion de certaines idées ou certains... officiel, c'est-à-dire que c'est déclaré que l'utilisateur, le créateur de contenu va dire qu'il fait la promotion d'une marque ou d'une idée, alors que non officiel, ça veut dire que sous couvert, on va dire, un influenceur va défendre une idée politique ou un produit. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai deux questions. Donc, TikTok est, avec Facebook, l'un des seuls réseaux sociaux à avoir dévoilé une part des secrets de son algorithme qui repose sur les recommandations. Malgré cette transparence qui tient lieu d'affichage publicitaire ou de tentative de blanchiment de ses activités, nous savons qu'un algorithme, et vous l'avez rappelé, reste opaque. Peut-on néanmoins, lorsqu'on n'en est pas le concepteur, en cerner tous les secrets? Sommes-nous capables d'en cerner toutes les conséquences ou tous les effets néfastes? Ma deuxième question est la suivante. Frances Haugens, lors de son audition devant le Sénat, avait pris l'exemple de Facebook dont l'algorithme avait permis de suggérer des contenus néo-nazis à des utilisateurs allemands par absence d'entrave légale à l'intérêt commercial de l'outil. Elle notait à l'époque que le DSA, qui entend responsabiliser les plateformes, pourrait limiter ces externalités négatives. Donc, si je vous ai bien compris tout à l'heure, le DSA ne pourra pas inciter les réseaux sociaux à restreindre cet algorithme. Donc, pensez-vous que les mesures de ce nouveau bouclier européen ne seront donc pas suffisamment efficaces pour éviter ce type de contenu? Alors, la première question que vous aviez, c'était sur le... C'était quand on n'en est pas le concepteur, quand on n'est pas le concepteur de l'algorithme. Est-ce qu'on peut comprendre? Alors, pour commencer là-dessus, donc... même le concepteur de l'algorithme ne peut pas avoir une perspective totale sur les risques que peut, déjà de base sur le comportement que va avoir l'algorithme dans un certain contexte, et en plus et même de pouvoir mesurer l'impact qu'il va avoir sur la société. Il faut voir que la conception de l'algorithme, elle se fait en absence
de données, c'est-à-dire qu'on va dire, moi je vais créer un algorithme qui va maximiser la probabilité que l'utilisateur s'engage sur un certain contenu, mais ensuite cet algorithme va être dans la vie réelle, interagir avec l'utilisateur et du coup la création de données de l'utilisateur. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être anticipé complètement. Et donc du coup, c'est pour ça qu'en fait, il y avait aussi une question là-dessus. Nous, quand on fait de l'audit algorithmique, plus le but n'est pas nécessairement de faire de ce qu'on appelle du reverse engineering, c'est-à-dire d'essayer de deviner quel va être le code source de l'algorithme, mais plus d'observer son comportement. Donc on n'a pas besoin de savoir exactement comment il fonctionne en interne, on a besoin de savoir comment il se comporte. Et ça, c'est une nuance donc, qui est importante parce que la plateforme, elle va savoir dire comment l'algorithme est conçu, mais elle ne va pas être capable de dire dans toutes les conditions comment est-ce qu'il se comporte. Parce que ça prend du temps, du travail. Et ils n'ont pas forcément les bonnes motivations de le faire, si ce n'est quand c'est pour savoir si ça crée de l'engagement ou pas. Parce qu'on a toutes sortes de mécanismes pour le savoir. Ensuite, au niveau des contenus problématiques comme ou racistes, où là on avait le contenu néo-nazi promu sur Facebook, c'est quelque chose qui est déjà en théorie interdit, à la fois par les termes, par les conditions d'utilisation des plateformes et aussi par la loi dans beaucoup de pays, notamment l'Allemagne avait mis en place une règle, la NetzDG, une loi qui était particulièrement restrictive en termes de ce qui était autorisé à diffuser et surtout en fait qui était extrêmement restrictive en demandant aux plateformes d'agir très très vite à partir du moment où du contenu était signalé. Peut-être presque trop vite parce que la conséquence a été que les plateformes avaient tendance à surmodérer. Donc c'est là qu'on voit qu'aussi la régulation est difficile à doser correctement parce que si on met trop de régulation, la plateforme a juste intérêt à se protéger et du coup elle va enlever plus qu'elle ne doit. Évidemment, ça reste un problème qui est extrêmement présent sur toutes les plateformes, les contenus racistes, nazis ou... c'est surtout une conséquence en fait des communautés qu'on va avoir sur ces réseaux qui ont tendance à être extrêmement vocales et souvent c'est pour ça qu'on voit ces contenus surreprésentés parce que à la fois l'algorithme a tendance à les amplifier parce qu'il génère de la critique ou de l'engagement, donc c'est ce qu'on appelle des contenus polarisants, et en plus c'est des communautés qui ont tendance à vouloir se faire entendre et donc du coup à juste à poster énormément et de manière disproportionnée. Merci Monsieur le Président. Merci pour la qualité de vos réponses. Je poursuis un peu la question de Thomas dessus, parce que la loi qui essaye de réglementer les algorithmes en France, elle est relativement ancienne, elle date de 2016. C'est loi pour une république numérique. Dans l'article L 111-7, il y a beaucoup de dispositions. Le gros problème, c'est que la France n'arrive pas à les faire appliquer. Par exemple, il y a la possibilité pour l'Arcom d'avoir accès aux algorithmes des plateformes. Sauf quand on regarde le rapport de l'Arcom, décembre 2022, elle explique qu'elle ne les a pas. Et qu'elle essaye de déduire de l'utilisation des plateformes le fonctionnement des algorithmes, ce qui doit être relativement difficile à faire. Donc la question, ce n'est pas tellement celle de la législation, c'est la capacité des États à contraindre des plateformes qui sont partout et nulle part, par définition, à respecter un certain nombre de règles. Vous avez cité l'interopérabilité, je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant, mais comment on l'organise et comment surtout on peut obliger les plateformes à respecter toutes ces règles. Je vous remercie. Alors, je dois avouer mon ignorance sur les détails de la législation française sur le sujet, donc je ne peux pas énormément... je sais en effet qu'elle existe, mais je ne sais pas dans le détail pourquoi elle n'est pas implémentée. Je sais que c'est également l'une des grosses craintes du DSA, c'est qu'aujourd'hui on a un règlement qui est en principe très puissant, mais dont on ne sait pas comment est-ce qu'il va être mis en place, et c'est là que va se poser toute la question en fait sur son efficacité.
Et donc j'imagine que en effet on est sur des problématiques similaires avec le droit français. L'interopérabilité quelque part pourrait être quelque chose de plus facile à imposer, mais je pense que c'est quelque chose dont déjà les implications techniques iraient assez loin. Donc il y aurait énormément de lobbying et de défense de la place des plateformes qui diraient que c'est impossible à mettre en place et que c'est pas possible. On peut quand même souligner que Twitter, avant son rachat par Elon Musk, avait envisagé de le faire. Et donc il y avait un projet qui s'appelait Blue Sky. Et était en train d'essayer de travailler sur une solution en ce sens, donc c'est bien la preuve que c'est possible. C'est juste que c'est absolument pas dans leur intérêt, parce que déjà, le fait d'avoir un algorithme fermé permet de garder l'utilisateur sur la plateforme, alors qu'à partir du moment où on a déjà une interopérabilité qui potentiellement inclut des liens externes pour la plateforme, c'est un risque de perdre l'utilisateur. Et notamment, ça c'est un petit détail, mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur l'utilisation des browsers intégrés. Je ne sais pas si vous remarquez, mais depuis 1 an ou 2, quand vous cliquez sur un lien externe sur une application comme Facebook ou TikTok, en fait vous ne sortez pas de l'application, vous avez un navigateur intégré dans l'application qui vous permet d'être sûr qu'à partir du moment où vous fermez l'article, vous revenez sur la plateforme et vous ne changez pas d'onglet. Donc tout ça, ce sont les applications font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de garder leur contrôle. Moi, je ne connais pas bien TikTok, je connais bien Twitter, un peu Facebook, mais donc je posais une question. Est-ce qu'on identifie dans les utilisateurs de TikTok le même volume d'usines à trolls et de bots que dans d'autres réseaux sociaux ? Alors sans doute, je n'ai pas les chiffres, mais il est certain qu'il y en a énormément. Il y en a sur toutes les plateformes et il y a aucune raison de penser que TikTok ne soit plus efficace que les autres plateformes pour lutter contre eux, puisqu'on voit que sur les autres, c'est une question en fait d'investissement dans leurs équipes de modération et systèmes de détection, et on voit que c'est pas quelque chose qu'ils font dans une échelle particulièrement grande, donc il y a toutes les raisons de penser qu'en effet il y a beaucoup de bots. Alors après, ça va être des bots qui vont... On voit aujourd'hui une nouvelle tendance, c'est la création de contenu avec des intelligences artificielles, donc, qui se développent là très rapidement, notamment sur les capacités de vidéo. Donc on peut anticiper qu'il va y avoir aussi une nouvelle tendance de trolling qui va être sur du contenu généré automatiquement. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel qui va quelque part faciliter l'implémentation à l'échelle de campagnes comment on dit, de inauthentique, non authentiques et coordonnées par des réseaux d'acteurs. Bien, monsieur le rapporteur, ou s'il n'y a pas de frustration sur les questions. Petite dernière question, mais qui rejoint un peu celle de ma collègue Laurence Rossignol, c'est sur, quand vous avez parlé des contenus, on va dire, extrêmes ou polarisants qui sont plus visibles, est-ce que ça, notamment d'extrême droite, est-ce que ça vient d'une meilleure maîtrise par l'extrême droite de ces réseaux, ou est-ce que c'est vraiment la plateforme qui les met en avant parce qu'ils sont polarisants ? Je pense à l'élection présidentielle, où vous avez fait une étude un peu sur quels étaient les candidats qui étaient un peu poussés par rapport au poids qu'ils pesaient réellement à la fin. Je pense que les deux phénomènes sont vrais que vous avez décrits. Il y a d'un côté une maîtrise des codes des réseaux sociaux qui est particulièrement, sur lequel il y a eu un gros investissement de certains partis, et qui ont peut-être aussi moins de scrupules à utiliser des méthodes peut-être moins, comme par exemple pousser des informations qui vont être fausses, qui de manière générale a tendance à circuler très bien sur les réseaux sociaux, du fait que quand on voit une information qui est, même si elle n'est pas fausse, elle est peut-être juste déformée, elle va tendance à avoir plus surprendre, donc on va tendance à s'y attarder un tout petit peu plus, et ce un tout petit peu plus, ou ce beaucoup plus, va être détecté par l'algorithme qui va du coup tendance à le plus le diffuser, alors que si on voit une information qu'on a déjà lue 5 fois ailleurs, eh ben, on va passer sans nécessairement s'y attarder.
Je pense que, donc là vous faisiez référence à cette étude qu'on avait fait pendant l'élection présidentielle. On avait regardé quels contenus étaient les plus amplifiés par l'algorithme. On avait vu en effet que Éric Zemmour était représenté de manière disproportionnée dans les recommandations algorithmiques. Aussi en surfant sur une vague qui était de surreprésentation médiatique qui était aussi présente dans le reste de l'écosystème médiatique. C'est important de le souligner, on en parlait aussi beaucoup à la télé, à la radio. Mais c'était particulièrement vrai sur les réseaux sociaux. Et il y avait même des utilisateurs qui utilisaient le hashtag Zemmour pour parler de complètement autre chose, parce qu'ils pensaient que l'algorithme justement amplifiait Zemmour. Donc c'était vraiment quelque chose qui était passé à l'échelle. Et j'aimerais juste un dernier point sur cette campagne présidentielle. Nous avons fait une estimation basse du nombre de vues liées à la campagne sur l'application de 1 milliard. Donc on a vu plus de 1 milliard de vues sur du contenu, de vidéos vues sur du contenu lié à la campagne, rapporté à 70 millions de Français, uniquement sur TikTok. Et TikTok a toujours tendance à se défendre entre guillemets de son peut-être de sa moindre implication pour modérer le contenu politique et compagnie, en disant que c'est une plateforme de divertissement et que ce n'est pas une plateforme politique. Ceci est évidemment la preuve que ce n'est pas le cas. Il y a énormément de discours politiques sur TikTok comme sur d'autres plateformes, et même si elle s'en défend, elle ne peut pas s'empêcher d'être aussi un vecteur de dialogue politique. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Merci beaucoup pour toutes ces questions et pour toutes ces réponses. Moi, il m'en reste deux parmi toutes celles que j'avais notées. La première, c'est que, ou plutôt je ne l'avais pas notée, c'est en vous écoutant tout à l'heure, vous avez insisté sur le fait que l'idéal, en définitive, mais l'idéal c'est toujours délicat à obtenir, l'idéal, ce serait si nous arrivions à obtenir la transparence des algorithmes et éventuellement l'interopérabilité, mais même sans demander le maximum, sur la transparence des algorithmes pour les DS coordinateurs dont vous parliez tout à l'heure, par exemple. Et vous avez aussi insisté sur le fait que ce serait la vraie solution pour que les algorithmes soient beaucoup plus au service des utilisateurs plutôt qu'au service de garder les utilisateurs sur les plateformes. Ça m'amène à la question suivante. On dit qu'il y a une grande différence entre TikTok et Douyin, puisque Douyin, non pas est plus transparent, mais en tout cas a une politique qui est beaucoup plus culturelle, éducative, beaucoup moins addictive, etc., avec en plus une réglementation qui est annoncée en Europe, mais qui pour le moment n'est pas implémentée, celle des 40 minutes sur la plateforme. Est-ce que tout ce qu'on dit sur ces différences entre TikTok et Douyin, c'est du buzz, ou est-ce que vous pensez que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce qu'en Chine, l'application a une façon de fonctionner complètement différente et beaucoup plus respectueuse des utilisateurs? Enfin, et peut-être moins aussi, parce que il y a peut-être aussi un côté propagandiste. Après tout, c'est dur tout le monde ne parle pas chinois, c'est peut-être dur d'aller vérifier ça. Et la deuxième question, c'est celle des serveurs. En raison des nombreuses critiques qui ont été faites, et notamment par Trump qui a failli faire fermer l'application, TikTok, qui sent le vent du boulet, a annoncé une politique d'implantation des serveurs, d'une part en Europe en les concentrant sur l'Irlande et en faisant qu'ils ne soient plus à Singapour ou aux États-Unis, donc en les concentrant en Irlande et aux États-Unis en les confiant à la société Oracle pour montrer que les données ne s'en vont pas en Chine. Est-ce que vous pensez que c'est une solution, ou est-ce que les backdoors sont modifiables comme on veut, sont ouvertes comme on veut, et que même Oracle, en définitive, à partir du moment où on lui transmet les données, est capable d'éviter ce qui peut se faire en amont ou en aval? En définitive, est-ce que c'est une façon de noyer le poisson, ou est-ce que c'est un vrai changement de politique qui permettrait de remédier à certaines
certains abus en matière de transfert de données. Alors, c'est que des questions extrêmement pertinentes. Donc, il y a en effet eu cette narrative sur Douyin, comme quoi Douyin serait une version de TikTok. Donc, Douyin étant en fait un clone de TikTok, mais avec un contenu et une librairie de contenu totalement différente. Mais l'infrastructure algorithmique et technologique est essentiellement l'essentiel. Ce sont les mêmes ingénieurs qui travaillent sur l'algorithme de TikTok, qui travaillent sur celui de Douyin, et en fait qui le déploient en deux versions, en deux clones de l'application. Alors évidemment, la politique de modération et la politique éditoriale est extrêmement différente en Chine. En Chine, on ne se cache pas du fait qu'il y a de la censure, et le contenu est quasiment intégralement apolitique, c'est-à-dire qu'il y a peu de gens qui donnent leur opinion sur des sujets. Je n'utilise pas personnellement Douyin, mais de ce que j'en ai vu, cette narrative comme quoi on y voit du contenu éditorial n'est pas particulièrement avérée. Ça reste essentiellement de contenu de distraction, c'est-à-dire beaucoup de contenu sur de la cuisine, sur des influenceurs qui aussi promeuvent une culture capitaliste et beaucoup de promotion de produits, de choses comme ça. On n'est pas sur on s'imagine parfois que on va faire que on va prendre nos enfants à devenir ingénieurs. C'est pas si vrai. Je pense pas que ce soit si vrai. En revanche, il y a une réelle volonté et une réelle volonté de la part du Parti communiste chinois de limiter l'influence des plateformes sur les enfants en Chine, comme avec ces règles de limitation du temps du temps d'écran, que ce soit sur les jeux vidéo ou les plateformes. Donc là, je pense pour le coup, on aurait à s'inspirer potentiellement de ce côté-là, sans pour autant promouvoir de politique paternaliste de la part de l'État sur les enfants, mais en effet. Au niveau des serveurs et de l'accès aux données, là aussi je préfère ne pas trop m'avancer parce que je pense que c'est très compliqué de savoir ce qui se passe en effet sur ces données une fois qu'elles sont localisées sur un certain serveur. Je sais que malgré le fait que les serveurs, enfin que les utilisateurs, les données des utilisateurs américains sont désormais stockées aussi aux États-Unis, il y a toujours des backups en Chine, notamment à Shanghai. J'ai du mal à imaginer comment il puisse ne pas y avoir de perméabilité sur l'accès aux données, même étant donné qu'on a des données d'utilisateurs stockées en Europe ou aux États-Unis, notamment parce que TikTok aura besoin de ces données pour continuer à entraîner son algorithme, et que l'algorithme est développé en Chine, et que du coup ils vont avoir à un moment besoin de faire de faire des requêtes à ces données. Alors peut-être qu'elles seront anonymisées, ça va être des données où on n'aura pas forcément le numéro de téléphone associé, mais il faut aussi garder en tête que ce sont des données qui sont tellement précises et spécifiques que c'est des données qui sont déanonymisables assez facilement. On n'a en fait qu'un seul utilisateur qui correspond à un certain profil d'intérêt et de comportement et une adresse IP et toutes ces choses-là. Donc en fait, même les données anonymisées ne le sont jamais vraiment. Et j'ai du mal à concevoir comment TikTok pourrait se passer complètement d'accéder à ces données. Et en tout cas, il faudrait leur demander d'expliquer ça pour pouvoir que ce soit un argument crédible. Je crois qu'on est arrivé au bout de l'audition. Merci infiniment du temps que vous nous avez consacré et l'ensemble des éclairages. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.